Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle session des webinaires du FC3R que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir trois experts qui vont présenter des fondamentaux de la gestion des animaux, donc 3R et gestion raisonnée des élevages murins expérimentaux. Tout d'abord, ce sera Karim Mesbah, qui est ingénieur de recherche au CNRS, qui travaille à l'Institut de génétique humaine à Montpellier et qui nous présentera la qualité génétique et zootechnique d'un élevage de souris transgéniques. Ensuite, ce sera au tour de Philippe Bugnon, responsable de la formation et de la formation continue en sciences des animaux de laboratoire à l'Institut pour la science animale LTK à Zurich, à l'Université de Zurich en Suisse. Il nous fera une présentation qui est planifier ou sacrifier l'envers du décor des animaleries. Et enfin, pour terminer, nous aurons le plaisir aussi d'entendre Marion Dufour, qui est ingénieure en biologie animale au CNRS et qui est responsable du secteur cryopréservation et reproduction assistée dans une plateforme nationale qui est le TAM, qui est basée sur Orléans. Et donc, elle nous présentera maîtriser et sécuriser les colonies murines grâce à la cryopréservation. Donc, vous verrez que ce sera euh, assez intense. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Karim. Bonjour, nous allons donc voir les principaux éléments à connaître, à maîtriser en matière de qualité génétique et zootechnique d'un élevage de souris transgéniques. On parle de souris transgéniques, on parle de modèle de recherche biologique. Un modèle de recherche biologique, on peut le définir comme un groupe d'individus qui a des caractéristiques génétiques déterminées, qu'on va appeler le génotype, qui dans un contexte particulier d'élevage et d'expérimentation, qu'on va appeler l'exposome, en fait on parle de l'environnement, ou envirotype par opposition à génotype, qui présente des caractéristiques biologiques, donc c'est le phénotype, qui permet aide à l'étude d'une pathologie ou d'un processus biologique. Et quand on parle de modèle de recherche biologique, en supposant que les résultats de ces expériences seront partiellement valables pour la connaissance d'autres organismes. On comprend bien ici que le phénotype est la composante directe de l'interaction et de l'influence du génotype et de l'envirotype qui vont définir les différents éléments d'un phénotype. On peut mettre également sous cette forme-là et définir que le génotype, c'est une souris transgénique, c'est en fait une modification génétique, la modification de notre gène d'intérêt sur un fond génétique. Un fond génétique, c'est l'ensemble des autres gènes, l'ensemble du génome que va constituer cette souris transgénique. Et donc, une souris transgénique, génétiquement, ce sont ces deux éléments sur lesquels on doit toujours avoir connaissance et maîtriser la modification et le fond. Quand on parle uniquement de fond, c'est une souche, par exemple C57 Black 6 constitue un fond génétique, c'est une souche. Et si on met sur cette souche des mutations, donc les modifications de votre gène d'intérêt sur un fond génétique C57 Black 6 par exemple, est ce que l'on appelle une lignée, donc c'est une mutation sur un fond génétique. On va parler rapidement des fonds génétiques. Les premiers fonds génétiques et le plus utilisé, c'est le fond consanguin, que l'on dit isogénique. C'est un croisement, il s'obtient par croisement frère-sœur sur plus de 20 générations, ce qui a pour effet de fixer à l'état homozygote tous les allèles. Donc on va fixer un pool d'allèles à l'état homozygote, donc tous les individus d'une même souche seront identiques génétiquement. En fait, l'intérêt de ces souches, qui sont bien sûr les souches les plus utilisées parce qu'on est en situation isogénique, vous reconnaissez 57 Black 6 ici, j'ai donné quelques exemples, l'intérêt c'est que un environnement identique, tous les animaux de cette lignée ont le même fond génétique, donc le phénotype devient directement dépendant des variations de la modification génétique, sa présence ou son absence par exemple. On a des choses beaucoup plus fines, donc même pour des phénotypes hyper fins, on va annuler les deux effets importants d'environnement et de fond génétique, donc avoir des écarts types assez faibles. Contrairement aux autres types de souches, la souche non consanguine, là c'est un croisement aléatoire où on va rechercher de la diversité allélique. Donc les animaux d'une même population auront des allèles différents, seront génétiquement
différents à des degrés divers. Alors bien sûr, là, on évite le frère-sœur, donc il faut un nombre important de couples et beaucoup d'individus. Et puis aujourd'hui, il y a des systèmes par tableau, par groupe, type Robertson, Poilet ou autres, qui sont utilisés, qui peuvent simplifier la gestion de ces liens. Mais si on recherche de façon stricte à être non consanguin, on voit bien que c'est très complexe, il faut beaucoup de couples à gérer et que tous les individus vont avoir une variabilité génétique. C'est pour ça qu'en fait, ce type de souche n'est pas, voire très peu, voire pas du tout utilisé dans le cas de la transgénèse. Par contre, ce qui est assez utilisé, que l'on retrouve, parce que c'est pour des raisons souvent historiques, c'est ce que l'on appelle les lignées congéniques. Alors, une lignée congénique, j'avais ma mutation sur un fond génétique 129, je veux la passer sur un fond B6, je vais faire des croisements, on appelle ça des croisements en retour, des backcross successifs avec des souris de la souche B6 pour à chaque génération ramener 50% de génome B6. Au bout de 10 générations, on est à 99,9% de génome qui est B6 et on considère que l'on est en fond génétique C57 Black 6. On parle d'un fond congénique, la nomenclature le définit comme un B6.129. Le point indique que cette lignée-là peut être considérée comme une souris de fond génétique C57 Black 6, mais attention, la mutation a été créée à l'origine sur le fond 129, elle restera donc de fond 129, plus quelques éléments dans les croisements de fond 129 qui vont se retrouver dans votre fond B6. Mais en gestion de lignée, vous la gérez comme si c'était un fond B6. Contrairement aux lignées que l'on appelle à fond mixte, où en fait le croisement, par exemple, s'est arrêté ici au niveau 4, c'est-à-dire que l'on a de 75 à 93,8% du fond B6, donc on a trop de fond 129 dans cette lignée pour dire que l'on est B6 uniquement. On appelle ça un fond mixte et la nomenclature la définit comme un point virgule. Si vous êtes B6 point virgule 129, vous êtes en fond mixte. Vous la gérez en fond mixte et souvent on va les gérer avec des B6 129 F1. Ici, les F1, c'est 50% de B6, 50% de 129. C'est assez intéressant parce qu'on connaît exactement les allèles qui sont transmis et leurs proportions à 50%, ce qu'on appelle les souches F1. Et elle vient de venir alimenter la gestion en fond mixte. En fait, c'est assez simple. Pour être le plus précis possible et avoir les choses les plus précises, il vaut mieux travailler donc en souche consanguine isogénique, qu'on dit isogénique, où là vous aurez votre modification qui impactera directement et uniquement sur le phénotype. Par contre, et également on peut travailler en fond congénique à 99,9%. On considère que l'on est à ce même niveau consanguinité. Maintenant, si l'on parle des modifications, donc on va retrouver d'abord ce que l'on appelle les TG pour transgéniques. Donc les transgéniques, la nomenclature les définit comme TG. L'idée c'est que j'ai un fond génétique classique. On ne va pas travailler sur ce fond, mais on va ajouter un nouveau gène qui n'était pas dans ce fond à l'origine. On ajoute un nouveau gène, donc une phase ouverte de lecture avec un promoteur. Il va s'intégrer de façon aléatoire à l'intérieur du génome. Le génotype à définir ici, ce n'est pas plus, ce n'est pas moins, c'est absence ou présence. Parce qu'en fait, ce transgène, il n'a pas d'autre allèle présent. Donc, soit il est présent, soit il est absent. Ici, on n'est pas hétérozygote, mais on dit que l'on est hémizygote, ou alors on est homozygote. Absence, c'est 0. Ce n'est pas une forme allélique différente, c'est absence ou TG. Vous pouvez également, si transgène par exemple, c'est l'expression de la craie, comme cet exemple ici que je vous ai donné pour cette lignée-là, c'est l'expression de la craie, vous pouvez définir, au lieu d'écrire TG, vous pouvez définir craie ici. Ensuite, vous avez les TM, donc les Targeted Mutation, pour les KO, les KI et les KO conditionnels. Là, on vient prendre un gène qui était dans le fond génétique et que l'on vient modifier. Donc, c'est une mutation d'un gène existant à l'intérieur du génome qui était déjà présent. Donc, cette fois-ci, on va avoir deux formes alléliques, la forme sauvage, qui se définit par un plus, entre guillemets, fonctionnel, et la forme mutée, qui se définit par un moins, donc non fonctionnel. Là, ici, on parle d'hétérozygote, donc on comprend un peu la différence entre 0 TG et plus, moins, et pas confondre. C'est que si vous utilisez des plus et des moins ici, on ne sait pas si vous parlez d'une forme présente, absence, fonctionnelle, non fonctionnelle. Donc c'est pour ça qu'on garde cette nomenclature d'autre génotypage ici et celle-ci. Vous avez ici un exemple pour cette lignée TM avec plus, 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 moins, moins, moins. Des exemples à chaque fois de noms usuels que vous pouvez pour éviter d'avoir ces grands noms-là.
Pour les knock-in, c'est un peu le mix des deux. Là, on va prendre un gène que l'on va entrer à l'intérieur d'un gène qui était dans le fond génétique, dans le génome. Donc c'est ce qu'on appelle un knock-in. Si il n'est pas entré, c'est un petit plus, on est sur un allèle sauvage fonctionnel. Et soit on est moins, soit on appelle ça KI pour knock-in, hein, lorsque le gène a inséré une nouvelle phase ouverte de lecture. L'idée ici, c'est de pouvoir faire exprimer ici ce gène rouge avec les séquences régulatrices du bleu. Souvent, c'est pour ça qu'on utilise les knock-in. Pareil, hein, comme pour les transgéniques, si c'est une crée qu'on fait rentrer ou une GFP, là ici je vous ai donné un exemple crée. Donc dans la nomenclature, entre parenthèses, on mettra ce qui a été rentré à l'intérieur. Donc c'est le gène créé à l'intérieur du gène AVP. Et ben, on peut écrire ces différents génotypes et puis on peut remplacer le knock-in, la KI, par crée par exemple, où je sais directement ici sous quelle forme j'ai l'insertion. Le quatrième cas, c'est les chaos conditionnels, ici avec les allèles floxés. Donc là, ici, vous avez un gène qui est floxé autour de l'exon 2. C'est également nommé par TM le plus souvent. Vous allez avoir l'allèle sauvage qui n'est pas représenté. Ici, ça, c'est l'allèle floxé, puis l'allèle délété. Lorsqu'on a fait agir la crée, on a retiré l'exon 2. Je vous ai mis ici un exemple avec les différents génotypes qu'on peut attribuer à ce type de mutation. Pareil, hein, si c'est délété, hein, souvent ça peut être associé l'équivalent d'un allèle muté, donc on peut remplacer délété, delta par mot. Juste à titre d'exemple, si on revient sur nos fonds génétiques, vous avez ici deux exemples de lignées congéniques que vous pourrez trouver sur le catalogue du Jackson. Vous voyez ici B6.129, donc c'est ce qu'on appelle une congénique qui sera élevée en B6 parce que j'ai un point. Et ici, c'est un fond mix B629 parce que nous avons un point virgule entre les deux. Donc vous avez bien la différence entre congénix et fond mixte. Là, je travaille en B6, là, je travaille en fond mixte. Le dernier type de mutation, c'est celle obtenue par endonucléase CRISPR, hein, CRISPR-Cas9, hein, où là, on vient aussi agir sur un gène du fond génétique pour venir le muter. Donc en général, hein, la nomenclature est définie par EM, ici comme vous voyez ici sur cet exemple, les définis par EM, mais vous pouvez les considérer comme des chaos en fonction de ce qui est fait, même des chaos conditionnels si vous travaillez, vous avez fait rentrer des cyclox par Cas9. Je vous ai mis ici un exemple, mais dans l'idée, ça se traite hein, de façon simple en génotype, comme si c'était un chaos classique. En bilan pour cette partie génétique, la nomenclature est importante, elle est à connaître, notamment pour maîtriser bien quel est le type de fond génétique, hein, éviter la confusion fond mixte et fond congénique par exemple, quel est le type de modification, si j'ai un TG, ça va, ou alors un plus-moins, ça va venir influencer le choix des génotypes que je vais utiliser et comment je vais gérer ce type de lignée. On privilégie d'être en coisogénie complète, donc on travaille en fond consanguin de type standard fournisseur, comme ça les C57 Black 6 Jackson sont les mêmes dans le monde entier, entre guillemets, hein, avec quelques petites variations, notamment le fait qu'elles ont voyagé, elles sont accouplées ailleurs, mais on peut considérer qu'on est sur les mêmes fonds, c'est pour ça que c'est hyper important. Et janvier également, quand vous achetez des souris janvier, toutes les personnes qui utilisent les 57 Black 6 de ces janvier sont identiques à les vôtres, donc c'est hyper important pour standardiser votre fond génétique d'avoir celui de vos fournisseurs. Si vous choisissez un nom usuel, c'est-à-dire une simplification de la nomenclature, évitez celles qui pourraient donner des confusions. Hein. Appeler une souris juste par le gène et rajouter KO derrière. Le gène muté KO, ben, on ne sait pas trop quel est le type de KO derrière et on peut avoir une confusion entre plusieurs. Bien choisir les génotypes. Protéger sa lignée par cryoconservation, par le sperme ou par l'embryon. On compte les générations et c'est hyper important pour la gestion de la dérive génétique. Alors sachez qu'il y a une nomenclature entre guillemets non officielle pour le comptage des générations, qui serait bon que les logiciels de gestion de colonies intègrent un peu mieux dans leur système de comptage. Vous avez ici par exemple N5 plus PN1F8, ça veut dire 5 backcross si on considère que ça a été fait sur B6J. Donc on a 5 backcross de B6, donc on va mettre un point parce qu'en plus là j'ai un N1. On a cryoconservé. Non, elle a changé de propriétaire, excusez-moi. Ensuite, le nouveau propriétaire l'a cryoconservé, on note le P.
N1, on a fait un nouveau back cross, donc on est à N6, hein, on peut considérer qu'on est à N6, et quand on est à N6, donc ce sera un B6 point, donc on va la considérer comme lignée de fond B6, et ensuite on est à 8e intercross, c'est le croisement des individus entre eux, pour faire simple. Pour ceux qui connaissent la dérive, c'est avant la génération 10 qu'on doit s'en occuper, donc là typiquement, quand j'ai ce genre de considération, j'en arrive à F8, en croisement fermé, il va falloir que je m'occupe de la dérive. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de compter et de suivre les générations. On évite les contaminations génétiques les plus importantes connues, c'est la confusion entre B6N et B6J. Donc si on veut vraiment l'identifier en fonction de ces mutations, on va venir notamment passer des SNPs par exemple, pour savoir sur quel fond on est majoritaire, ou alors derrière, si vous ne voulez pas avoir des soucis de contamination, faites des back cross sur le fond que vous voulez. À partir de 5, vous commencez déjà à être assez puissant. On va gérer la dérive, on l'a vu déjà, donc l'idée c'est de rester sur ce fond génétique de référence. On évite d'accumuler des mutations de dérive génétique qui peuvent apparaître au cours des générations. Donc on va rapporter ce fond, on dit qu'on fait un rafraîchissement quand on va venir le croiser avec des souris croisées avant les 10 générations avec des souris de C57 Black 6 qu'on a acheté, c'est son fournisseur favori. On dit rafraîchir. Sinon, si on a beaucoup de mutations, c'est très long et pas assez efficace de faire ça. On peut travailler avec des systèmes de congélation d'embryons de notre lignée et au bout de 7, 8, 9, 10 générations, on arrête la lignée, puis on redécongèle pour remettre le système à zéro. Donc ça aussi, c'est des systèmes de gestion. On évite d'être frère en frère sœur strict. Alors attention, parce que souvent on vous dit l'inverse, mais c'est les fournisseurs qui doivent être en frère sœur strict pour assurer de la consanguinité et de l'homogénéisation de leur lot. Vous, par souci d'apparition de mutation de dérive, logiquement, une dérive elle a un impact plus important si elle est à l'état homozygote, et donc un croisement frère-sœur a tendance à les mettre à l'état homozygote. Donc pour éviter d'avoir un impact potentiel plus important d'une mutation de dérive, il vaut mieux les maintenir à l'état hétérozygote. Donc on évite de faire des croisements frère-sœur pour éviter d'avoir une mutation de dérive qui est impactante. Et je vous ai dit que donc la dérive, ça s'accumule au cours des générations. Donc sachez que pour éviter d'accumuler trop de dérives, évitez d'accumuler trop de générations sur un temps court. Par exemple, si vous avez des accouplements, vous pouvez faire 2 générations en 1 an si vous laissez un accouplement donner plusieurs portées, et après le renouveler au bout de 6 mois et ainsi de suite. Par contre, si vous utilisez les petits, que dès qu'ils sont en âge de se reproduire, ils donnent des petits, qui sont en âge de se reproduire, ils donnent des petits, là vous faites 4 générations par an, donc vous faites 2 fois plus de générations que laisser des portées. Donc c'est pour ça que vaut mieux laisser un couple donner plusieurs portées sur un long temps, plutôt que de venir après croiser chaque portée derrière. On sélectionne les reproducteurs, on verra un petit peu quelques cas tout à l'heure, et on identifie en génotype les animaux. Et surtout, on fait ce que l'on appelle une fiche lignée, c'est une sorte de carte d'identité, hein, c'est demandé par la Commission européenne, de carte d'identité de votre lignée, et qui va servir à 2 choses, de fixer les données, savoir comment elle va être utilisée, puis si quelqu'un vous demande la lignée, vous pourrez lui fournir cette carte d'identité, hein, cette fiche lignée, et il aura toutes les informations nécessaires pour bien démarrer dans la gestion de cette lignée. Voilà sur cette première partie génétique, on va voir maintenant la gestion zootechnique, et là je dirais qu'il n'y a un seul point important, c'est qu'on définit un objectif, savoir de quoi j'ai besoin est l'élément le plus important. On évite d'être dans une situation qu'on voit assez souvent où on met des accouplements en place et puis en fonction de ce qui vient, on planifie ses manips. Ça, c'est faire de la surproduction. C'est des animaux qui n'arrivent pas au bon moment. C'est des lots qui sont incomplets. Voilà. Non, on définit son besoin et on met sa colonie en accord avec son besoin. Alors, définir un objectif, c'est tout simplement qu'est-ce que je fais comme expérimentation. Est-ce que j'utilise des mâles, des femelles ou les deux, sachant qu'évidemment, on recommande surtout d'utiliser les deux. Quel est le génotype de mes animaux qui donneront le phénotype à analyser, hein, des homozygotes par exemple. Quel est le témoin que je vais utiliser pour comparer des sauvages par exemple. À quel âge je vais utiliser les animaux, je fais une expérimentation à 8-9 semaines. Et à quelle fréquence, alors en général, sauf pour des manips qui ont besoin d'une fréquence assez forte à la semaine ou 15 jours, en général, vous avez un besoin global par mois pour un certain nombre d'expérimentations à faire. Une fois que vous avez défini ça, vous allez pouvoir optimiser les 3 éléments hyper importants dans un élevage. Quel est mon schéma d'accouplement? Le génotype de mes femelles et le génotype des mâles. Quel est le type d'accouplement qui va me permettre de produire mon besoin? Est-ce que je vais le faire en accouplement permanent, non permanent? On verra également la fécondation in vitro. Une fois que j'ai défini ça, pour produire ce dont j'ai besoin, je vais devoir dimensionner ma colonie, combien de femelles je vais mettre en accouplement avec les mâles, comment je vais planifier ça, et une fois que ça va produire, comment je vais contrôler que la production est bonne. On va utiliser ce qu'on appelle des indicateurs.
Alors les schémas d'accouplement, on parle d'optimisation. À chaque fois, on va essayer de définir le meilleur schéma d'accouplement. Un des plus connus, c'est hétérozygote par hétérozygote, hein, pour la gestion des témoins frères-sœurs. Bon, là, mais ça produit 25% de sauvages, 25% d'homozygotes et 50% d'hétérozygotes. Si mes animaux d'intérêt, c'est sauvages et homozygotes, 1 pour 1, on va utiliser 50% de la production et 50% d'une production de ce croisement n'est pas utilisé, sauf les animaux pour les accouplements, bien sûr, mais on peut considérer que 45% de ces individus ne seront jamais utilisés. Ça peut s'optimiser aujourd'hui. Alors, quelque chose qui est recommandé par la Commission européenne, hein, si on considère qu'on a un fond génétique qui est standardisé, bien fixé, un environnement qui est bien fixé, c'est-à-dire des animaux qui vivent sur le même site, on peut mettre des accouplements homozygotes par homozygote, des accouplements sauvages par sauvage. Eux vont produire les KO, eux vont produire les contrôles, et là on aura 100% d'animaux utiles. Après, oui, il faut voir que l'on n'a pas des témoins qui seront frères-sœurs, mais si on gère bien sa génétique et si le paramètre environnemental est pas fort, donc si on a des phénotypes extrêmement subtils, effectivement ça peut poser problème, mais sur des phénotypes très forts, ce cas-là est largement suffisant. Vous pouvez avoir aussi la possibilité, hein, souvent on ne regarde pas cet aspect-là, mais si votre souris hétérozygote n'a pas de phénotype et considéré comme un témoin, vous pouvez mettre en place ce schéma d'accouplement, moins par plus moins, 50% de KO qu'on va tester et comparer à 50% des hétérozygotes qu'on considère comme être les animaux témoins quand c'est possible. Et là, pareil, on produit 100% d'animaux utiles. Quelque chose qui est assez dur, c'est la gestion des allèles. La gestion des allèles, c'est quoi? C'est qu'on va avoir, surtout quand on a des lignées avec beaucoup de mutations, on va avoir une gestion des combinaisons alléliques à avoir en fonction des phénotypes. En d'autres termes, certaines mutations peuvent être à l'état homozygote, d'autres doivent rester à l'état hétérozygote ou hémizygote, hein. Mais sachez que quand c'est possible, essayez toujours de mettre vos mutations à l'état homozygote. Vous avez une souris transgénique avec 5 modifications génétiques, 5 mutations. Si 4 peuvent être mis à l'état homozygote, à la fin, ça vous reviendra à ne plus gérer ces 4-là, mais à vous occuper que celles qui ne peuvent pas être mises à l'état hétérozygote. Alors, ça, c'est des choses qui s'optimisent, que je vois beaucoup à optimiser dans les lignées Crelox que vous pouvez utiliser. Je vous mets juste cet exemple-là. J'ai une souris floxée ici à l'état homozygote sur ce gène-là, et croisée avec une hétérozygote et une hémizygote, ça va produire 25% d'animaux de ce type, donc c'est mes animaux entre guillemets KO à expérimenter, et 75% de contrôle. Et en fait, quand vous faites vos manips, c'est 1 pour 1, donc on se rend bien compte qu'on va utiliser 50% des animaux et 50% des contrôles ne seront jamais utilisés. On a 50% des animaux qui sont pas utilisés. Si tout simplement vous mettez à l'état homozygote ce gène-là, vous vous retrouvez dans cette situation-là où 50% des animaux KO, 50% d'animaux contrôle, 100% d'animaux potentiellement utiles pour l'utilisation. Alors souvent on demande, pour ceux qui travaillent en Crelox, d'avoir les témoins créés. C'est possible, là j'ai pas le temps de vous montrer ça parce que c'est plus d'étapes pour le faire, mais c'est possible d'avoir quelque chose d'optimisé également en ayant la créocombinase dans les contrôles. Une fois qu'on a défini le meilleur schéma d'accouplement, on va travailler sur le type d'accouplement. Alors, il y a 2 grands types d'accouplement. L'accouplement permanent, les mâles et les femelles sont laissés ensemble en accouplement. On aura une production régulière. Alors, théorique, 3 semaines, mais pratique, c'est 4 à 5 semaines. Mais on dit que l'on utilise le strus postpartum, c'est-à-dire juste après avoir mis ce bas, les femelles seront en présence du mâle, possiblement se réaccoupleront possiblement en présence du mâle. Ça fait une production régulière à gérer. Vous avez des productions en accouplement non permanent. L'idée, c'est que le mâle ou la femelle est retiré. Plus souvent, on retire le mâle avant le strus postpartum, justement, pour avoir une production. Alors, c'est utilisé en production ponctuelle ou contrôlée dans le temps. J'ai besoin d'un lot d'animaux d'un temps précis, dans 8, 9, 10 semaines, je planifie un accouplement non permanent. C'est aussi si vous avez besoin d'animaux de façon très espacée. Si vous faites vos manips tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça ne sert à rien. Voilà, on va avoir des tout petits accouplements permanents, et on va derrière mettre en place des accouplements non permanents pour une production ponctuelle. Quand on regarde un peu le bilan 3R de ces 2 types d'accouplements,
En réduction, bah, clairement, cet accouplement permanent n'est pas recommandé, mais même s'il est assez utilisé, parce que, comme je vous disais, vous allez produire de façon régulière, donc vous allez souvent être amené à subir votre production. Les animaux arrivent peut-être pas au moment où vous le voulez, ils arrivent peut-être pas en nombre au moment où au nombre que vous l'auriez souhaité pour démarrer vos manips, et ainsi de suite. Donc souvent, on subit ce type d'élevage, on se retrouve dans des cas de surplus. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement bien sûr. Par contre, en matière de raffinement, hein, par les mises à mort ici, mais en matière de raffinement, c'est des choses qui sont très bien parce qu'on va avoir les animaux qui sont tout le temps ensemble, les mâles et les femelles vivent ensemble pendant tout l'accouplement permanent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas bon du tout d'enlever une femelle lorsqu'elle va mettre bas. C'est pas une politique de gestion d'un élevage. Souvent, c'est que vous compensez un problème de mortalité à la naissance par le retrait de la femelle, mais en fait le problème est certainement ailleurs, parce que normalement les mâles et les femelles peuvent vivre ensemble avec une production régulière sans aucun problème. Mais bon, il faut quand même noter qu'on peut se retrouver avec de la mortalité pré-sauvage dans ce type de croisement, notamment quand on travaille en trio, où on peut avoir des moments avec une grosse pression, beaucoup d'animaux qui sont nés au même moment dans la cage et donc générer de la mortalité. Pour les accouplements non permanents, ben, par contre, là, en réduction, on est idéal parce qu'on produit de façon ponctuelle ce dont on a besoin. Et ça sera complètement adapté aux besoins. En matière de colonies seules, c'est-à-dire je fais des accouplements non permanents, et puis quand j'ai besoin de nouveaux animaux ou pour garder ma lignée, je vais faire des réaccouplements plus tard. Il faut faire attention parce que ça peut être risqué, on a le vieillissement des animaux qui peut apparaître entre deux productions. En raffinement, ben, on est un peu moins bien, mais on est quand même très bien parce qu'on va pouvoir optimiser notamment nos productions, la gestion des cyclostrus pour les femelles. Par contre, c'est un système où, comme on fait des accouplements non permanents, les mâles qu'on ne peut pas remettre ensemble peuvent se retrouver seuls de temps en temps. Une troisième possibilité, c'est la production par fécondation in vitro. Alors, en fait, on est dans une situation d'accouplement non permanent, mais complètement optimisé par la FIV, hein, qui permet de produire un très grand nombre d'animaux avec quasiment 100% de certitude en fonction des calculs pour nos besoins. Donc là, on a une production qui est complètement optimisée à la demande. On peut travailler avec du sperme frais ou du sperme congelé et des ovocytes de femelles donneuses. On a des lots qui seront complètement homogènes au jour près les naissances arrivent, avec un nombre, un jour, un statut sanitaire et un génotype bien déterminé. Si vous avez besoin de beaucoup d'animaux, hein, le potentiel d'une FIV est assez énorme. Bien sûr, vous pouvez complètement gérer un des souris des lignées sans avoir aucun animal de gestion de lignée dans les cages, tout en non respirant, tout en congélation, et faire que des FIV en fonction de vos besoins. Par contre, on voit bien que la limitation, c'est qu'il faut maîtriser techniquement la fécondation in vitro. Donc, on peut faire appel à des plateformes. Alors, Marion parlera de tout ça de façon très, très, très précise. Et on peut faire appel justement à ces services-là pour gérer la fécondation in vitro. Et on peut avoir des petites notions de gestion de génotype parce que vous allez produire des hétérozygotes et vous allez avoir des étapes intermédiaires pour avoir vos homozygotes. Donc, en matière de coût, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, ça se calcule vraiment par rapport à des accouplements non permanents ou permanents en respirant. Donc, en fonction de vos besoins, des très, très, très gros besoins d'animaux à un temps très court, la FIV sera clairement beaucoup moins chère. Si vous avez des besoins qui peuvent être assez moyens et apparentés à la même production permanente, non permanent, là, ça se calcule et peut-être être avantageux ou pas. Enfin, on va finir par le dimensionnement et le planning et le contrôle de vos colonies. Dans l'idée, c'est que maintenant que j'ai défini mon schéma d'accouplement, maintenant que j'ai défini mon type d'accouplement, combien de femelles je vais mettre en accouplement pour produire ce dont j'ai besoin. Alors pour l'accouplement permanent, on utilise l'indice de productivité, donc c'est le nombre d'animaux sevrés par femelle accouplée par semaine. Dans ces 57 Black 6, il est de 0,5 à 1. En fait, on a de 0,5 à 1 petit sevrés par semaine par femelle mise en accouplement. Et le nombre de femelles à accoupler, c'est la quantité d'animaux à produire que divise l'indice de productivité. Sur cet exemple, qui n'est pas 3R, parce que c'est un croisement hétérozygote par hétérozygote, on a 50% des animaux qui seront homozygotes et sauvages. Si j'ai un indice de productivité qui est de 0,7 et je fais mes manips sur 2 homozygotes et 2 sauvages, ce qui fait 4 animaux toutes les semaines. Alors c'est un besoin par semaine. Dans la réalité, vous aurez très peu ce cas-là, mais c'est pour bien comprendre l'exemple. Dans un accouplement hétérozygote par hétérozygote, pour avoir ces 4 souris en moyenne, il faut que j'en produise 8. Donc 8
que divise 0,7, ça fait 11 femelles à mettre en accouplement. Donc on les mettra de façon progressive, mais si vous mettez 11 femelles en accouplement, toutes les semaines, vous allez voir l'arrivée de 8 petits à sevrer sur lesquels vous pourrez faire vos expérimentations. En fait, ça ne s'utilise pas vraiment comme ça, hein. Le plus souvent, vous avez des besoins globaux par mois. Et moi, j'utilise cette formule-là avec des produits en croix tout simples, hein. 4 femelles de type B6 en accouplement permanent, 2 trios, dans 10 à 12 animaux produits par mois. Okay. Et derrière, si je sais que ça représente 50% de mon accouplement et j'en veux 10, eh ben, je mettrai 8 femelles de type B6, et ainsi de suite. Voilà, vous faites des calculs et vous ajustez par rapport à ce besoin. Pour les non permanents, cette fois-ci, on va utiliser le nombre moyen d'animaux par portée et la durée de mise en accouplement. Le nombre de femelles à accoupler, c'est les animaux à produire, que divise le nombre moyen d'animaux par portée, que divise le pourcentage de femelles gestantes. Alors, je vous donne ici par exemple un exemple. Vous avez toujours le même croisement, là on va produire un peu plus, ce sera plus simple. Vous avez 5 souris homozygotes, 5 sauvages, donc 10 souris. Pour produire ces 10 dans un croisement hétérozygote par hétérozygote qui représente 50%, il faut que j'en produise 20. Si vous laissez les femelles avec les mâles une seule nuit, c'est 20. Que divise 6, que divise 0,35, c'est 35%, c'est égal à 10 femelles en accouplement. Vous mettez 10 femelles en accouplement, 3-4 seront gestantes. Si vous les laissez 2-3 jours, c'est 20, que divise 6, que divise 60%, 6 femelles en accouplement. Si vous les laissez une semaine, c'est 20, que divise 6, que divise 80%, 4 femelles en accouplement. Voilà, donc ça vous permet de calculer en fonction du temps combien de femelles sont à mettre en accouplement pour produire ce dont vous avez besoin à l'instant T. Sachez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui existent, et dont les deux plus importants ici, c'est celui au Jackson pour les accouplements permanents avec une fiche qui permet de renseigner, qui permet d'être renseigné. Et l'Université de Zurich a mis en place également un calculateur de colonies, un calculateur colony breeding. Et moi, j'ai fait un petit fichier Excel que je peux vous mettre à disposition si vous m'envoyez un email où il faut remplir les cases et qui vous donne le nombre de cages, le nombre de femelles à coupler, le nombre de cages à avoir. Pour les accouplements non permanents, la référence aujourd'hui, ça reste ce que va vous présenter Philippe tout à l'heure, le calculateur cohort breeding à l'université de Zurich. J'ai également un petit tableau sur celui-ci qui vous permet de calculer facilement les accouplements non permanents. Ici, c'est quand même sur une base de statistiques. Là, c'est un calcul assez direct de celui que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, vous avez mis en place vos accouplements. Vous allez maintenant regarder que la production est celle que vous avez attendue, que tout se passe bien. Pour ça, on travaille avec des indicateurs. Je vous ai mis ici un certain nombre d'indicateurs que je ne veux pas vous détailler, hein. La durée d'accouplement, le temps moyen entre deux portées, le temps depuis la dernière portée, le nombre moyen de portées par femelle, la taille moyenne d'une portée, le taux de sevrage, taux de létalité, le sexe ratio, génotype ratio, et l'indice de productivité, qui est un indice qui va reprendre un petit peu un certain nombre de ces éléments. Donc c'est celui sur lequel on va travailler. Je vous ai mis ici sa définition et comment elle est utilisée. Mais sachez que pour avoir quelque chose d'assez global, l'idéal serait d'avoir un système de rapport de production, hein, qui vous donnera les informations de votre accouplement à un instant T et sur l'année. Dans ce rapport, il y a le nombre de cages d'accouplement de stock, le nombre d'animaux trop vieux pour être utilisés, les indicateurs de production, donc ici vous y mettrez l'indice de productivité, le nombre de générations et la gestion de la dérive pour savoir où vous en êtes, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, le comptage des générations, l'indicateur d'utilisation, le nombre d'animaux que vous avez utilisés à un instant T dans l'année par exemple, et le nombre d'animaux que vous avez mis à mort, donc non utilisés. Et ça, bien sûr, ça doit être en accord avec votre schéma d'accouplement et ce qui est attendu. Voilà un exemple de rapport, hein, vous ne voyez pas grand-chose à part le rouge. Ici, ce sont les animaux, par exemple, qui sont trop vieux. Ici, c'était les animaux mis à mort non utilisés. À la fin, on fait un petit calcul de coût. Donc ça, c'est un exemple de rapport qu'on peut mettre à disposition si vous nous contactez, qu'on utilise ici dans notre zootechnie. Un autre exemple, c'est les logiciels de gestion de colonies. On travaille avec Anibio et il a été développé un module, hein, de productivité ici. Là, vous avez la notion de productivité par croisement et vous sort un tableau. Voilà, il faut vraiment qu'il soit bien rempli, hein, votre logiciel, pour avoir des données qui sont pertinentes. Vous avez ici un tableau qui vous donne toute la productivité de votre accouplement. Vous avez les IP sur un niveau né, les IP sur un niveau sevré, et puis ici, par exemple, le temps depuis la dernière naissance. Enfin, on peut parler d'un autre outil, hein, si à un instant T, vous voulez savoir comment est réparti votre élevage et s'il est bien avec vos attentes. Vous faites un tableau de ce qu'on appelle le tableau de contingence. J'ai les femelles en haut, les mâles en bas
et vous définissez vos différents groupes. Ici, mon groupe contrôle, mon groupe KO, les animaux en accouplement en rouge et l'âge des animaux en moins, entre parenthèses. On voit tout simplement et assez facilement, par exemple, sur cet exemple-là, qu'on a beaucoup moins de femelles que de mâles, donc un sexe ratio qui est anormal, qu'on a beaucoup d'animaux contrôle et peu d'animaux KO, donc ça c'est quelque chose, donc on a des animaux pour rien, entre guillemets, qu'ici ils ont un certain âge assez vieux, ici ils sont jeunes, et ainsi de suite, et comme ça vous pouvez voir et le problème, et essayer de réajuster ça, rafraîchir les accouplements avec les animaux hétérozygotes disponibles pour obtenir des lots homogènes et maintenir la lignée, éliminer les animaux inutiles, voilà, espérer que le sexe ratio s'équilibre derrière. Donc, en bilan, ben, on a vu qu'il fallait extrêmement bien définir vos besoins, hein, et un besoin peut se définir de façon globale par mois et ainsi de suite, mais pour éviter toute surproduction vraiment dans le temps, essayez de bien définir votre besoin et à partir de ce besoin, travailler à l'optimisation des schémas d'accouplement, des types d'accouplement, combien de femelles vous allez mettre en accouplement et de contrôler la production par rapport à ce besoin. Colonie. Je vous remercie pour votre attention. Ce que je vous ai dit de façon très courte, et on l'a écrit dans 2 articles, un en anglais dans Current Protocol et un en français dans STAL, que j'écris avec Abdelkader Ayadi. Donc, je vous encourage, je vous invite à les lire. Vous pouvez me contacter si vous voulez également. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Tout d'abord, je vais vous montrer un peu comment on pourrait réduire de manière générale. La barre que vous voyez au fond, en fait, c'est une évaluation qu'on a faite dans des animaleries en Suisse, où on a vu que si on fait de manière générale, alors c'est clair que ça varie selon le breeding, l'élevage. En général, on utilise entre 18 et 25% des animaux qu'on devrait utiliser. Donc, on a énormément d'animaux qu'on n'utilise pas. Il y a plusieurs façons de réduire ce nombre d'animaux. Le premier, c'est d'aller voir un statisticien. Alors moi, ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais en général, quand je vois un statisticien, il a toujours peut-être une autre façon de designer, de mettre ma question scientifique en relation avec les statistiques, ce qui permet en général de réduire un petit peu le nombre d'animaux. Ce n'est pas drastique, mais ça fait une petite diminution. Je réponds à ma question scientifique, mais je peux réduire le nombre d'animaux. Une deuxième chose, c'est l'utilisation des 2 sexes. Alors ça devrait plus être une question. Ça devrait être fait tout le temps, sauf si vous avez une question qui est spécifique pour un sexe, comme si vous étudiez le cancer de la prostate, c'est clair que vous n'allez pas utiliser des femelles. Ça pourrait être un webinaire à lui tout seul, donc on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Je veux parler de la stratégie d'élevage, parce que c'est un des projets que j'ai. Et aussi, une autre petite chose, c'est la planification. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je vais avoir une seule diapositive sur la planification, parce que c'est un projet très intéressant qui a été fait par l'Université de Bâle, par les gardiens d'animaux d'une animalerie, qui voyaient toujours le nombre d'animaux de surplus qui était relativement important. En général, c'était eux qui devaient sacrifier les animaux, donc en fait, ils en ont un petit peu marre. Et en 2022, ils ont commencé un projet pour justement discuter avec les chercheurs pour voir, leur demander quand est-ce que tu as besoin d'animaux, est-ce que tu veux vraiment lancer l'élevage maintenant ou est-ce que tu auras besoin plus tard? Parce que souvent, certains chercheurs lançaient un élevage et puis ils voyaient plus tard, je ne suis pas prêt, donc je vais les sacrifier, je referai plus tard. C'est ça qui augmente énormément le nombre d'animaux de manière, on va dire, un peu virtuelle, mais c'est des animaux qui n'étaient pas utilisés, qui étaient produits, mais pas utilisés. Et là, ils ont réussi à diminuer selon les lignées d'élevage entre 35 et 50% des animaux de surplus, ce qui est énorme. Ils ne pensaient pas arriver à ce niveau-là, mais c'est assez intéressant. Moi, j'ai basé maintenant ma présentation sur la stratégie, parce que comme je dis, c'est un projet que j'ai depuis quelques années. En fait, c'est comment est-ce que je peux calculer ou planifier une stratégie d'élevage pour obtenir un nombre précis d'animaux à un certain moment et avec un certain génotype. Alors ça, c'est un exemple. C'est juste pour vous montrer un peu ce qu'est une stratégie. Ici, je vais mélanger 2 lignées, la bleue et la verte, on va dire, pour créer une lignée mélangée avec 2 modifications génétiques. Et mon but d'expérience, c'est d'avoir des homozygotes pour les 2 gènes et des wild types pour les 2 gènes. C'est purement virtuel, mais c'est pour vous montrer un peu comment on peut calculer. Pour ça, on va utiliser ce qui a été découvert il y a à peu près, non pas à peu près, il y a exactement 160 ans par Mendel. Il a fait ça avec des pois. Il a découvert en fait les règles de la transmission. C'est toujours valable aujourd'hui, ça n'a rien changé. Et si vous faites ces calculs pour un croisement entre souris génétiquement modifiées, vous avez ce qu'on appelle le carré de Punnett, ou ce que vous avez sur la droite ici,
ici mélanger deux animaux hétérozygotes, je pense que vous le connaissez déjà, on obtient 50% de hétérozygotes, 25% de wild type et puis 25% d'homozygotes. Ça, c'est toujours valable. Le problème, c'est que Mendel, la règle de Mendel, elle est valable uniquement si vous avez beaucoup d'animaux. Pas seulement 5, 6 ou 20, voire beaucoup plus, parce que dès le moment où vous avez moins d'animaux, vous rentrez dans la partie plus stochastique, ça veut dire que vous pouvez très bien avoir sur 6 animaux pratiquement que des knockouts, que des wild types ou mélangés. C'est vraiment trop petit pour que Mendel puisse s'appliquer. Et c'est ça un problème qu'on a. Il y a un problème, il y a ce problème, on a une solution, c'est qu'on va utiliser les statistiques pour nous aider à savoir combien de femelles on va devoir croiser pour obtenir, selon la lignée, on connaît aussi la grandeur de la portée, le nombre d'animaux dont on a besoin. Et pour ça, comme je vous dis, on va utiliser les statistiques. Alors, c'est un projet qu'on a eu. En fait, on a 4 paramètres pour ce projet-là. La première, c'est les règles de Mendel. Comme je l'ai dit, elles sont toujours valables. Ensuite, c'est la fertilité. La fertilité, on peut les définir par le nombre d'animaux qu'une femelle peut produire sur un certain temps. En général, quand on parle de la fertilité pour un animal, on parle d'une année. Combien d'animaux peuvent être produits par une femelle sur une année? Alors, je pense que vous le savez, si vous avez des animaux comme les chevaux ou les vaches, en général, c'est un animal, c'est pas une portée, c'est un nouveau-né. Chien, chat, souris, on a beaucoup plus. Les Black Six, on donne entre 5 et 6 nouveau-nés par portée. Donc ça, c'est la taille de la portée. Puis la dernière, c'est très important pour nous, chercheurs, c'est la fertilité effective. C'est-à-dire qu'on va réduire ce temps de la fertilité sur une année, par exemple, à une fenêtre beaucoup plus petite. Là, j'ai mis par exemple un exemple 4 jours ou 20 jours. Ça veut dire que vous voulez obtenir des animaux avec ce génotype prédéfini, le sexe dont vous avez besoin, le génotype dont vous avez besoin et le nombre d'animaux que vous avez besoin dans un laps de temps de 4 jours. Parce que vous voulez faire une expérience avec des animaux qui ont pratiquement le même âge, ou alors vous acceptez qu'ils aient une différence d'âge de 20 jours, par exemple, parce que votre recherche le permet. Il ne faut jamais oublier que, en fait, la durée de vie d'une souris est à peu près de 2 ans, la durée de vie d'un humain est à peu près de 80-85 ans. Si on compare les deux, une semaine dans la vie d'une souris, ça peut faire plusieurs années dans la vie d'un humain. Donc, si vous voulez cibler une fenêtre qui est très très petite, vous allez devoir augmenter le nombre d'animaux que vous allez mettre en élevage pour être sûr d'avoir assez d'animaux dans cette fenêtre de 4 jours, par exemple. Et pour ça, parce que ça c'est juste en fait les paramètres utilisés, on va utiliser un programme informatique donc, que je vais vous montrer plus tard, qui est accessible à tout le monde sur notre site internet. Si on calcule, alors là vous avez 2 lignées. La première ligne, les petits triangles blancs, c'est Mendel. Si vous calculez avec Mendel, vous avez besoin de 8 animaux pour votre expérience. Mendel va vous dire 32 animaux nés pour pouvoir avoir ces 8 animaux. Mais là, dans la réalité, en fait, vous allez obtenir entre 5 et 6 animaux, pas plus. Donc, vous pouvez vous dire, OK, je vais quand même utiliser 5-6 animaux au lieu de 8, parce que c'est ce que j'ai obtenu. Puis, en fait, vous allez vous retrouver avec une étude avec une puissance statistique qui est insuffisante. Ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir prouver, avec ce nombre d'animaux trop petit, puisque votre échantillonnage est de 8, calculé statistiquement, vous n'allez pas pouvoir prouver ce que vous voulez prouver. Même si les résultats ont l'air d'être bons, vous n'allez pas pouvoir prouver ça. Alors, si vous voulez utiliser ce programme, vous pouvez scanner ce code QR. Vous l'aurez de toute façon dans le PDF, donc je vous laisse regarder ça plus tard, où vous mettez tous les paramètres dedans et il va calculer pour vous combien d'animaux vous avez besoin pour avoir ce nombre d'animaux avec le sexe et le génotype dont vous avez besoin dans un laps de temps que vous définissez. Le but final, on a aussi, ça c'est le gros projet qu'on a, on a maintenant un projet depuis 2 ans, je pense avoir besoin encore de 2 ans, c'est la planificateur d'élevage, ça veut dire qu'on va mettre ce que je vous ai montré maintenant dans un système qui va vous permettre de donner le nombre d'animaux dont vous avez besoin, les animaux que vous avez maintenant, le nombre d'animaux que vous avez besoin pour votre expérience, et ce software va calculer toutes les stratégies possibles pour trouver la meilleure en nombre d'animaux. J'ai demandé au statisticien qui nous soutient, qui est un professeur en mathématiques complexes à l'Université de Berlin, de me donner un exemple pour visualiser la complexité. Il m'a dit le meilleur exemple, c'est le jeu de Go. Je pense que vous connaissez, vous avez 3 options, blanc, noir ou vide. On a la même chose dans la génétique, c'est wild type, hétérozygote, homozygote. Les règles sont très simples, la génétique aussi, c'est très simple. Et le nombre de possibilités pour le jeu de Go est 10 puissance 172. C'est quelque chose que vous ne trouverez jamais dans la nature. J'ai marqué dessous, par exemple, le nombre estimé d'atomes dans l'univers, on est à 10 puissance 80. Donc c'est uniquement dans les mathématiques que vous trouvez ça. Il nous a dit, on ne va pas pouvoir simuler ce nombre de stratégies
on aura besoin de plusieurs années pour un ordinateur pour le faire. Ce qu'on va, c'est sélectionner statistiquement et ensuite on va faire calculer et comparer les statistiques. Alors donc, ce que vous avez besoin, quand ce planificateur d'élevage sera à disposition, c'est le nombre d'animaux que vous avez aujourd'hui, le nombre d'animaux que vous avez besoin pour vos expériences, et la probabilité souhaitée, c'est-à-dire quelle est la probabilité que vous acceptez d'avoir pour cette étape dont je vous ai parlé juste avant, c'est-à-dire combien d'animaux j'ai besoin pour une étape d'élevage. J'ai fait un calcul juste pour vous montrer. J'ai fait un calcul, là, je suis obligé de le faire à la main parce que je ne peux pas le faire avec le programme qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore terminé. Croiser 2 lignées transgéniques pour obtenir des animaux pour une expérience homozygote et wild type. J'ai choisi 2 stratégies que j'ai mis sur papier, c'est les 2 qu'on a là. Il faut les faire vite parce que ça, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir ça. J'ai calculé qu'avec la première stratégie, je vais avoir 275 animaux nés, avec l'autre stratégie 324. Donc, je suis largement en dessus. Le nombre de cages, 66 ou 126. Vous allez dire, mais bon, là, on a le double, on n'a pas le double d'animaux. Ce n'est pas le nombre d'animaux divisé par le nombre d'animaux que vous pouvez mettre dans une cage, c'est le nombre d'animaux que vous avez besoin sur toute la durée de l'élevage, en séparant les mâles et les femelles. Et on a vraiment le double de nombre de cages qui, en général, est un problème parce que toutes les animaleries sont pleines. Donc, les cages à disposition sont assez rares. Et le nombre de semaines, on est à peu près au même niveau. On a 5 semaines de différence, à peu près un mois de différence, mais ça, ce n'est pas le plus important. Maintenant, si vous voyez ça, c'est aussi important de voir que vous allez aussi devoir génotyper 2 gènes. Donc, faire 275 PCR pour 2 gènes ou 324, ça a un coût différent, c'est beaucoup plus de temps. Donc là, ça, en comparant 2, j'en vois qu'il y en a une qui est nettement meilleure que l'autre. Donc, si je résume, si vous voulez réduire le nombre d'animaux, la première chose, c'est aller voir un statisticien pour voir si vous pouvez réduire de manière mathématique, on va dire, avant de commencer l'élevage. Utiliser les 2 sexes. La stratégie d'élevage dont j'ai parlé, alors une partie est déjà online sur notre site, l'autre partie viendra dans 1-2 années quand on aura terminé le projet. Ça sera aussi online, à disposition pour tout le monde. Et la planification de vraiment faire, de comment commencer un élevage quand vous êtes sûr que vous allez avoir besoin des animaux et pas le commencer, voir que les animaux sont là, ah j'en ai pas besoin, je les ai sacrifiés et je recommence. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la cryoconservation et de la manière dont elle peut vous aider à mieux gérer les lignées marines. Donc, pour commencer, je voulais revenir un peu sur l'élevage, le maintien en élevage des lignées, qui est souvent la première option quand on veut garder une lignée sous la main. Donc, dans nos animaleries, on a souvent tendance à maintenir les lignées en élevage continu par précaution, par habitude ou simplement parce qu'on ne sait jamais. Donc, ce maintien permanent va avoir des conséquences réelles sur les lignées. On a d'abord la dérive génétique, puisqu'à chaque génération, on a des mutations qui peuvent s'accumuler et venir altérer progressivement le phénotype de la lignée, jusqu'à même compromettre la fiabilité des résultats expérimentaux. Et puis, on a également le risque sanitaire, un incident dans une animalerie, une contamination, et c'est la perte potentielle d'une lignée sur laquelle on avait parfois investi des années de travail. On a ensuite un troisième risque, et c'est directement le sujet de ce webinaire, c'est la question des animaux en surnombre. En effet, des lignées qui sont maintenues sans utilisation active, c'est un écart direct au principe de réduction des 3R. Donc, tout ça, ça amène à se poser une question importante. Est-ce que cette lignée doit être maintenue en élevage continu ou est-ce qu'on peut gérer autrement? Et du coup, la cryopréservation peut nous aider à répondre à cette question. Donc, avant de parler des applications actuelles de la cryopréservation, je voulais rappeler l'histoire de la cryopréservation. En effet, elle s'est construite dans le temps. On a une première période où on va avoir surtout une phase d'observation, de compréhension des effets du froid sur le matériel reproducteur. Et l'idée de conservation existe déjà.
mais on a des moyens techniques qui restent encore très limités pour la mettre en place. Et on a un grand tournant ensuite au XXe siècle avec Christopher Polge et la mise en évidence de l'effet cryoprotecteur du glycérol. Et donc à partir de là, la conservation devient faisable chez les mammifères. On va avoir ensuite les protocoles qui vont progressivement s'améliorer, se structurer, notamment chez la souris dans les années 90 avec les travaux de Nakagata. Et ensuite, dans les années 2000, c'est plus des améliorations de milieu, notamment avec le monothioglysérol et aussi des optimisations de protocoles qui sont apportées par l'équipe du CARD. Et donc, ces améliorations ont contribué à renforcer l'efficacité et la reproductibilité de cette approche de cryoconservation. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette diapo, c'est plus que la cryopréservation s'est construite dans le temps et qu'aujourd'hui, elle trouve pleinement sa place dans la sécurisation des lignées et aussi dans leur archivage à long terme. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut cryoconserver? On peut cryoconserver donc, deux types de matériel, le sperme et les embryons. Donc, d'abord, pour le sperme, on va avoir besoin de mâles sexuellement matures. Sur ces mâles, donc, on va récupérer les épididymes sur lesquels on va faire de petites incisions qui vont permettre la diffusion des spermatozoïdes dans le milieu cryoprotecteur. On monte ensuite les paillettes avec à peu près 10 microlitres de sperme mélangés à ce milieu cryoprotecteur. Et ce qui va permettre d'avoir un stock suffisamment important de matériel congelé. En général, on congèle à peu près 50 paillettes de sperme par lignée. Donc, la congélation du sperme va se faire en vapeur d'azote. C'est une congélation dite rapide. Hein. On met à peu près 10 minutes à congeler les paillettes de sperme. Puis, ces paillettes vont être stockées en azote liquide à moins 196 degrés. On associe à cette congélation une évaluation donc de la mobilité de la quantité des spermatozoïdes avant et après congélation et également une FIV pour venir vérifier la capacité du sperme congelé à donner des embryons viables et capables de se développer. Donc, on a vu comment on pouvait congeler le sperme. Donc, maintenant, on va voir comment on peut congeler les embryons. Pour congeler les embryons, on va avoir en fait deux voies d'obtention des embryons. La première, c'est par accouplement contrôlé. Donc, on va mettre des femelles donneuses superovulées en accouplement avec des mâles pour ensuite venir récupérer chez ces femelles les embryons par flush des oviductes. On va ensuite sélectionner, trier les embryons qui pourront être congelés. La seconde façon d'obtenir des embryons, ça va être la fécondation in vitro. Donc, on va avoir besoin également de femelles superovulées chez lesquelles on va venir récupérer les complexes cumulo-ovocytaires qui seront mis en contact avec les spermatozoïdes pour la fécondation. Là encore, les embryons qui vont être obtenus par fécondation in vitro vont être triés, sélectionnés après avoir passé une nuit à l'étuve. Ensuite, on a une phase de congélation qui, elle, est commune. Ça va consister en des bains successifs de cryoprotecteurs de concentration croissante. Et on a une congélation qui se fait dans un appareil spécialisé qui permet d'avoir une congélation lente contrôlée. Le matériel est ensuite stocké et archivé à moins 196 degrés dans l'azote liquide. Et donc là aussi, l'objectif de cette cryoconservation, ça va être de constituer un stock suffisant, donc de l'ordre de 200 embryons par lignée, à laquelle on va associer un test de viabilité in vivo qui va permettre de vérifier que les embryons congelés sont capables de régénérer la lignée derrière. Donc, une fois qu'on a vu les deux protocoles, la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on va choisir plutôt de congeler le sperme
ou plutôt de congeler des embryons. Donc, les deux vont avoir le même but, ça va être d'archiver la lignée, mais ça ne va pas répondre forcément aux mêmes besoins. Donc, la cryoconservation du sperme, elle est souvent perçue comme une solution plus légère. Et c'est vrai, on a vu que la congélation était plus rapide. Le coût initial va être plus faible et on peut archiver une grande quantité de matériel. Puisqu'en pratique, on n'a besoin que de quelques malles, enfin 4 ou 5 malles suffisent généralement pour constituer le stock nécessaire à l'archivage. C'est donc une stratégie intéressante quand on cherche une sauvegarde efficace, relativement simple à mettre en place, notamment pour des lignées qui vont avoir un nombre limité d'allèles d'intérêt. Mais cette approche, elle va aussi avoir des contraintes. On ne va conserver que le génome paternel. La remise en production va passer par une reviviscence via une fécondation in vitro. Et si on veut retrouver des phénotypes homozygotes, on va devoir ajouter des étapes supplémentaires, des croisements supplémentaires suite à la reviviscence par FIV. Donc, à l'inverse, si on regarde l'archivage des embryons, on a une solution qui est plus complète parce qu'elle va permettre de conserver le génome complet, donc à la fois le génome maternel et paternel. Donc c'est important, surtout quand on va travailler sur des lignées complexes avec plusieurs allèles d'intérêt. Donc quand on parle de congélation d'embryons, on a cette notion d'arrêt à l'instant T. On arrête en fait la lignée à un moment donné et au moment de la reviviscence, on va repartir du matériel qui reflète l'état dans lequel on l'a congelé. Donc l'autre avantage de la congélation d'embryons, c'est qu'après reviviscence, l'obtention des animaux d'intérêt est en général plus directe. On peut avoir soit des animaux en fonction de ce qu'on souhaite, homozygotes ou hétérozygotes. Donc, en revanche, les limites de cette technique, ça va être une technique qui est plus lourde, qui va demander une mise en œuvre plus importante. Il faut obtenir des embryons avec des femelles donneuses superovulées, parfois avec des effectifs en termes de nombre d'animaux qui sont plus importants que ce qu'on peut avoir en congélation de sperme. Et donc une préparation qui est plus complexe et ce qui engendre forcément un coût initial plus élevé. Donc on est plus sur une solution très sécurisante, mais qui va demander davantage d'anticipation et de moyens au moment de la congélation. Donc si vraiment on simplifie, la congélation d'embryons va permettre de sécuriser, d'avoir une sécurisation maximale des lignées, surtout si on a des lignées précieuses, complexes, difficiles à reconstruire. En revanche, la congélation de sperme, c'est plutôt une logique d'archivage plus souple, plus rapide, plus économique, surtout si on a des configurations génétiques un peu plus simples. Et donc, on va se poser la question maintenant qu'on a fait notre choix entre congélation de sperme ou d'embryon, on peut se poser la question de à quel niveau de sécurisation je recherche, quelle est la complexité de ma lignée et dans quelles conditions je pense devoir la relancer plus tard. Et donc, on va aller vers cette diapositive qui pose la question de est-ce qu'on a un intérêt à maintenir un élevage continu de nos animaux ou est-ce qu'il est plus judicieux d'archiver. J'ai passé trop vite. Donc, le maintien en élevage donc, a un avantage très clair, c'est que les animaux sont disponibles tout de suite. Donc, si la lignée est activement utilisée, si on a un projet qui est en cours ou si on sait qu'on va avoir besoin d'animaux dans l'immédiat,
le maintien en élevage est parfaitement logique, ça répond à un besoin concret. En revanche, dès qu'on entre dans une période de pause, de reprise qui est plus incertaine, la logique va être différente puisque si on maintient en élevage, on va continuer à mobiliser des cages, du suivi, parfois il y a du génotypage qui est nécessaire, et donc on a un coût qui s'accumule dans le temps. Donc il n'y a pas que la question du coût, il y a aussi, on en a déjà parlé, la question de dérive génétique, des incidents sanitaires qui peuvent survenir. On peut avoir également une baisse de la fertilité chez nos lignées, ou même des aléas zootechniques. Et donc, surtout quand on maintient des animaux vivants, alors qu'il n'y a pas forcément de besoin expérimental immédiat. Donc, à l'inverse, si on choisit d'archiver, on va être plutôt dans une autre logique. L'idée, donc, ça va être de figer la lignée dans un état maîtrisé, de venir la sécuriser pendant cette période d'arrêt, et donc de pouvoir la remettre en production uniquement quand on en a besoin. On est donc plus dans une logique, une gestion anticipée et raisonnée. Et donc, il y a aussi un point qu'on n'avait pas encore abordé, c'est que l'archivage, ça va aussi faciliter la distribution des lignées dans des conditions plus simples et ça évite le transport d'animaux vivants qui est souvent source de stress. Donc, au fond, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette lignée pourrait resservir bientôt? Est-ce que son maintien immédiat est vraiment justifié? Ou est-ce qu'un archivage serait une stratégie plus cohérente? Et donc, c'est aussi là que la réflexion rejoint très directement les 3 R, puisqu'il s'agit, si on cryoconserve, d'éviter de maintenir ou de produire des animaux sans besoin immédiat, simplement en anticipant un peu les manips. Donc, sur cette diapo, je voulais simplement dire un mot du rôle qu'une infrastructure spécialisée peut jouer dans cette démarche. Donc nous, on travaille sur la plateforme du TAM. Donc, le premier point, c'est la cryoconservation et la reviviscence. Le TAM peut archiver du sperme et ou des embryons, puis les remettre en production lorsque il y a un besoin expérimental. L'idée, ça ne va pas être juste de cryoconserver du matériel, mais ça va être de le faire dans des conditions qui sont maîtrisées, avec des procédures standardisées, avec donc un archivage qui va être fiable et qui va permettre derrière une reconstitution facilitée. On a également un aspect un peu plus organisationnel qui va être l'accompagnement, donc à la fois pour le transport du matériel biologique, que ce soit au niveau national ou international, et un accompagnement également dans vos projets, donc un accompagnement pour vous aider à choisir la stratégie la plus adaptée entre le maintien en élevage et la cryoconservation. Et vous êtes suivi donc, par un responsable projet qui vous est dédié et qui suit votre projet de A à Z. Donc, le TAM va s'inscrire plus largement dans un ensemble d'expertise. Donc, on a plusieurs pôles, en plus du pôle de cryoconservation et reproduction assistée. On a également un pôle imagerie du petit animal, un pôle de gestion de colonies à façon avec des statuts sanitaires différents, pôle d'analyse microbiologique et génétique et un pôle import-export. Et donc aussi, pour vous dire que le TAM s'inscrit dans un environnement 3R plus large. Par exemple, on est inscrit, on participe au programme EMA d'Infrafrontières,
pour lequel on a une structure européenne qui vient structurer l'archivage et la diffusion des lignées et qui va favoriser le transfert et le transport de matériel cryoconservé plutôt que le transport d'animaux vivants. Et au-delà de l'archivage en lui-même, on a aussi des leviers techniques qui peuvent aller dans le sens de la réduction et du raffinement. Par exemple, au TAM, on va utiliser l'hyperovulation dans le cadre des FIV. Et l'intérêt, ça va être d'augmenter le nombre d'ovocytes obtenus par femelle et donc potentiellement de réduire le nombre de donneuses nécessaires. D'un point de vue un peu plus raffinement, la réimplantation par voie vaginale est actuellement en cours de test. Donc l'idée ici, c'est de voir dans quelle mesure on peut aller vers des approches moins invasives que les méthodes qu'on utilise classiquement. Et après, il y a d'autres pistes qui méritent d'être citées et qui sont encore plutôt en phase exploratoire. Donc, c'est l'insémination artificielle, la production de cohortes par fécondation in vitro, ou encore le tri du sperme qui permettrait de produire des lots soit uniquement de femelles ou uniquement de mâles. Et donc, l'objectif de ces pistes d'intérêt, c'est de mieux maîtriser la production animale et à terme limiter quand même la surproduction dans nos animaux. Donc, pour résumer cette présentation, je voulais vous faire part de 2 idées à retenir. Donc, la première, c'est que la cryoconservation n'est pas une précaution, c'est un outil de gestion active. Elle va venir sécuriser vos lignées, elle fige le génome de référence et elle vous permet de réduire concrètement le nombre d'animaux maintenus en permanence. Donc, c'est quand même plus éthique. Deuxième idée, c'est que maintien en élevage et archivage ne s'opposent pas. La vraie question, ça va être de trouver la bonne combinaison pour chaque lignée, donc selon votre calendrier, vos besoins expérimentaux et la valeur de votre lignée. Donc voilà, merci pour votre attention.